Retour à l'essentiel, on va plus loin avec Marc Semo, collaborateur à l'hebdomadaire Challenge et au journal Le Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Antoine Mariotti, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Au sommaire, le développement de l'islam politique en France, porté par les frères musulmans, représente une menace pour la cohésion nationale. Voilà ce qu'estime un rapport commandé notamment par le ministère de l'Intérieur et présenté en Conseil de sécurité et de défense. Une menace jugée suffisamment sérieuse par le chef de l'État pour qu'Emmanuel Macron commande au gouvernement des réponses d'ici début juin, compte tenu, je cite, de la gravité des faits. Et puis la condamnation unanime ici en Europe après des tirs de sommation selon l'armée israélienne. C'était aujourd'hui en Cisjordanie lors d'une visite de ces diplomates européens à Jenin. La France convoque l'ambassadeur d'Israël en poste à Paris. C'est tout de suite l'essentiel, on va plus loin. C'est un rapport qui suscite un sentiment d'urgence mêlé d'insatisfaction de la part du chef de l'État ici en France. Emmanuel Macron juge insuffisante la réponse du gouvernement et l'appelle à formuler de nouvelles propositions d'ici début juin au vu de la gravité des faits. De quoi s'agit-il? Du développement des frères musulmans. Cette confrérie islamiste centenaire originaire d'Égypte infiltrerait à bas bruit des pans entiers de la société française, bien au-delà de la stricte sphère religieuse. Telles sont les conclusions remises au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et présentées au président de la République et une partie du gouvernement ce mercredi lors d'un conseil de sécurité et de défense. On va en parler dans un instant, mais d'abord, qui sont les frères musulmans? Explication en images de Sophie Samaï. Vieille de près d'un siècle, la confrérie des frères musulmans puise ses origines en Égypte. C'est l'instituteur Hassan al-Banna qui l'a créée en 1928, avec pour objectif de se débarrasser de l'occupation britannique et d'imprégner l'Égypte des valeurs de l'islam basées sur la charia. Rapidement, le mouvement prend de l'ampleur et certains partisans n'hésitent pas à faire usage de la violence pour faire passer leurs idées. En 1948, ils revendiquent l'assassinat d'un Premier ministre, puis une tentative de meurtre sur le président Nasser. Dès la fin des années 40, la Société des frères musulmans est interdite, puis dissoute en 1954. Commence alors une période de clandestinité pour l'organisation qui reste néanmoins tolérée. Mais ce n'est que 30 ans plus tard que le dictateur égyptien Hosni Moubarak reconnaît son existence politique. En 2012, les frères musulmans font leur grand retour dans le jeu politique. Ils profitent des printemps arabes et de la chute de Moubarak pour créer le parti Liberté et Justice, avec lequel ils gagnent les élections législatives, puis la présidentielle. Mohamed Morsi devient alors le premier président démocratiquement élu du pays. Je jure devant Dieu que je vais protéger le système républicain. Mais le pouvoir s'avère un exercice difficile. L'économie plonge, l'islamisation de la société ne passe pas et la colère du peuple grandit. Le 3 juillet 2013, Morsi est destitué par un coup d'État. L'armée prend alors le pouvoir en la personne du général Al-Sisi, encore président aujourd'hui. Le parti est dissous et classé comme organisation terroriste dans le pays. Tout comme l'Égypte, l'Arabie saoudite ou plus récemment la Jordanie interdisent le mouvement qui s'exprime de manière très différente selon les pays aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils existent sous le nom de musulmans de France dans l'Hexagone ou celui du Hamas dans la bande de Gaza. Leur fonctionnement ne repose d'ailleurs pas sur une organisation structurée à l'échelle internationale, mais sur le partage d'une idéologie commune, celle de restaurer l'unité des musulmans. Marc Semo, vous comprenez que ce rapport prenne une telle importance, en tout cas dans l'esprit du chef de l'État, puisque Emmanuel Macron parle de gravité des faits au point de vouloir le rendre public d'ici la fin de la semaine. Et puis d'organiser un conseil de défense. Alors effectivement, ça laisse un peu perplexe, parce que oui, la marque de fabrique des frères musulmans, qui existe, comme le disait très bien l'introduction depuis des années, c'est la réislamisation par le bas de la société, pour un islam fondamentaliste, en infiltrant l'éducation, les clubs sportifs, etc. C'est sa raison d'être. L'idée, c'est on ne construit pas une maison en commençant par le toit. Donc on construit d'abord les bases, et petit à petit on monte en puissance. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. C'est ce qu'ont fait en Turquie les islamistes de Recep Tayyip Erdogan, de l'AKP, qui de fait sont dans la mouvance des frères musulmans. Et depuis des années, ils font ça en France. Oui. Ensuite,
c'est un danger. Effectivement, ça sape les principes mêmes de la République. Ouais. Mais ce rapport même dit, voilà, les frères musulmans en France, les membres de l'organisation, c'est entre 400 et 1000 personnes. Ouais. Le nombre des lieux de culte, des lieux d'enseignement, c'est 21. Ouais. 4200 élèves, il y a Ouais. 12 millions d'enfants scolarisés en France. Ouais. Les lieux de C'est culte... 7 à 10% des lieux de culte. Voilà, 7 à 10% des lieux de culte. Donc il faut effectivement combattre cet intégrisme. Des lieux de culte C'est une musulmans, évidence. évidemment. Musulmans. Ouais. Il faut évidemment combattre cet intégrisme, mais surtout, ça veut dire rendre la République plus attrayante, jouer à fond sur les mécanismes d'intégration pour contrer justement ce séparatisme. Mais je pense qu'il y a quand même, d'une certaine façon, une espèce de surenchère politique entre les ténors de la droite ou du centre, dont Macron, pour galvaniser l'opinion face à cette organisation et à ce péril qui, je cite, selon ce rapport, mine la République. Je pense qu'il y a peut-être un peu de dramatisation, même si le problème est réel. Il vaut mieux combattre les frères musulmans quand ils sont encore petits qu'après qu'ils aient encore étendu leur toile. Antoine Mariotti, si les frères musulmans présentent un danger, selon les auteurs du rapport, c'est qu'au-delà du nombre en tant que tel, ils poursuivent deux objectifs, la création d'un État islamique et l'application de la charia, la loi islamique, ici même. En France, il y aurait une stratégie de conquête occidentale. Ils poussent le prosélytisme jusqu'à vouloir conquérir l'Occident. On a des preuves de ça ? Alors déjà, sur le chiffre, pour être très précis, c'est 7% des lieux de culte musulmans et c'est 10% de ceux qui ont été créés entre 2010 et 2020. Donc sur l'ensemble des lieux de culte musulmans, donc mosquées notamment, c'est 7%, ce qui n'est pas énorme. Alors c'est toujours avec 7% problématique, on est bien d'accord. Avec une dynamique en augmentation, puisque 10% sur ce créé. Voilà. Oui, sauf qu'en même temps, votre invité précédent, Hakim El Karoui, qui a lui-même rédigé des rapports similaires lorsqu'il était conseiller à Matignon, explique que les chiffres, ils ne s'envolent pas depuis que lui-même, il y a quelques années, a fait des rapports similaires, que sur certains aspects, ils sont même plutôt légèrement en baisse, parce que on a l'impression que tout d'un coup, les frères musulmans sont la menace numéro 1 sur la France depuis ce matin ou depuis hier qu'on parle de ce rapport. Mais il n'y a pas que ça, il y a les salafistes, il y a autres qui peuvent poser des problèmes. Le rapport parle d'hybridation. Que là-dessus. Et pour répondre à votre question sur le fait d'imposer la charia à toute la France ou autre, alors imposer la charia, avoir, pour reprendre les mots du créateur des frères musulmans, vaincre jusqu'à ce que le monde entier crie au nom du prophète. Mais ça, c'était en 1928. Ils ne sont pas en train de vous dire ça non plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, les frères musulmans en France, ils sont surtout en train de se concentrer sur les musulmans de France pour que une part la plus importante possible de ces musulmans de France soit plutôt sur leur tendance et leur tendance frères musulmans. C'est un projet politique, il n'est pas que religieux. À quel moment on peut sérieusement penser que 68 millions de Français vont devenir tout d'un coup vivre sous la charia et être là-dedans? Ça tient pas la route de 2 minutes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, encore une fois. Mais je veux rejoindre complètement Marc sur l'utilisation politique qui en est faite d'un côté comme de l'autre, parce que vous avez d'un côté LFI, Jean-Luc Mélenchon, il ne faut surtout pas parler du sujet parce que sinon on est islamophobe, c'est quand même ce qu'il a dit aujourd'hui, que l'islamophobie avait encore franchi un nouveau pas, et de l'autre côté, il faut renier tous les liens avec le Qatar, il faut empêcher les jeunes de moins de 15 ans d'avoir le voile. On peut être d'accord, pas d'accord. Votre invité précédent d'ailleurs disait finalement la laïcité c'est de pouvoir le faire dans la sphère publique. Sur la charia, il est évident qu'ils ne pensent pas convertir, obliger 70 millions de Français à ça, mais leur idée c'est de faire en sorte que la charia soit de fait au niveau des quartiers à majorité musulmans. Oui. C'est ça le séparatisme, un peu la règle. Oui. Et leur modèle, c'est ce modèle communautariste qui était celui, par exemple, en vigueur au Canada. À une époque, alors ensuite ils ont changé, certains États des accommodements raisonnables à Toronto, reconnaissaient pour ce qui était le droit de la famille, le droit civil, etc., les normes de la charia au niveau du divorce et autres. Ça a duré quelques mois, ensuite ils se sont aperçus que c'était comme de la folie furieuse, et en plus que ça enfermait les gens dans leur communauté. Mais le rêve de ces islamistes, il est là. Il est de créer ces espèces d'enclaves musulmanes, où de fait il y aurait la charia. Et ça a été la stratégie qu'ils ont menée, y compris dans des pays musulmans. En Turquie, ça a été aussi, outre la conquête du pouvoir, etc., longtemps, ça avait été des espèces de villes vitrines qui servaient à racoler et dire, voilà, regardez, l'islam, c'est la solution, regardez comment on s'en sort bien, regardez comment on gère bien le pays. Entièrement d'accord, mais ce qui montre bien que ce sont sur des quartiers ou des populations et pas sur l'ensemble du pays, comme certains essaient de nous le dire depuis ce matin. Mais d'où la loi séparatisme. Les auteurs du rapport accusent les frères musulmans d'avancer masqués,
fameuse dissimulation, mais dans le même temps, ils recensent leur tentative de se rendre de plus en plus visibles dans l'espace public à travers la promotion du voile, ils citent aussi l'abaya, le halal, la finance islamique, et puis aussi les revendications à travers des manifestations contre l'islamophobie, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas une charge incohérente, finalement, de la part des auteurs ? Non, parce que ce sont deux choses différentes. Il y a effectivement une volonté d'apparaître toujours plus dans l'espace public, parce que bon, c'est devenu une composante quand même toujours plus importante, y compris sociétalement, mais même politiquement en France. Parce que le propre des frères musulmans, c'est un usage absolument redoutable de la taqiyya, de cette dissimulation, où il y a toujours d'un côté l'organisation officielle. Par ailleurs, les communistes, en leur temps, c'est à peu près pareil. Donc, l'organisation officielle qui racole, comme avant l'OUIF, qui était la grande organisation liée aux frères musulmans en France, organisait un énorme raout tous les ans où il y avait des dizaines de milliers de personnes et les hommes politiques venaient, y compris Sarkozy allait. C'était donc le côté... Du temps au ministre de l'Intérieur, il voulait organiser l'islam de France autour du CFCM avec l'UOIF à l'intérieur. Et de l'autre côté, la structure occulte, le vrai pouvoir au sein de l'organisation, avec les conseils de juges, etc., qui est totalement opaque. Et donc, ça continue comme ça, avec les deux. Et ensuite, c'est aussi le système des courroies de transmission. On investit un club sportif et on le met dans la mouvance. Ensuite, c'est une association de quartier, etc. C'est une stratégie extrêmement élaborée et extrêmement efficace. Ils cherchent à se développer en Europe parce qu'ils sont en reflux dans leur berceau traditionnel du monde arabo-musulman. Ah bah clairement, ils ne se sont pas les amis. Alors autant du côté du Qatar, ça se passe plutôt bien, mais sur l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est officiellement un ennemi, de l'Égypte aussi, de beaucoup d'endroits. Ça a été dit dans le sujet tout à l'heure. En Tunisie, de Sophie parti Enarda un temps, et aujourd'hui... Et en effet, donc il y a des possibilités. Alors c'est pas nouveau, ça date pas d'il y a 6 mois ou 5 ans. Ça fait quand même des années, même des décennies, qui sont en Europe, notamment certains après avoir été chassés, qu'ils ont essayé donc de se développer, qu'ils ont réussi en partie, en tout cas en bonne partie, parce qu'on voit ces chiffres-là. Donc oui, c'est extrêmement important. Et j'ai l'esprit d'escalier, j'allais répondre et j'ai oublié ce que disait Marc à l'instant, pardon. Mais en effet, c'est important. Et un des aspects quand même qui est important, c'est le côté influenceur. Parce qu'ils me disent, voilà, aujourd'hui, eh bien, les influenceurs, finalement, c'est souvent la première porte d'entrée dans la découverte de ce monde frériste avant d'avancer, etc. Et il y en a beaucoup qui sont basés ailleurs, à Dubaï ou ailleurs, et qui sont extrêmement suivis, parce que là, il n'y a plus besoin de frontières. Donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, fait partie des sujets sur lesquels il faut s'attaquer très fortement. Et oui, je reviens, ça y est, j'ai retrouvé sur l'espèce de double langage, finalement, des frères musulmans, et de la double construction, finalement. Vous avez un double fond dans le placard, finalement, dans cette histoire des frères musulmans, et c'est très bien décrit dans le rapport d'ailleurs qui dénonce ça, qui dit que vous avez tout qui est fait pour que ce soit le plus légalement possible, le plus dans les clous de la République possible, et en parallèle vous avez aussi une volonté, notamment évidemment par le tissu associatif, etc., qui est un grand classique, j'ai envie de dire. Le Hezbollah au Liban a fait ça depuis des décennies pour avoir de la popularité, le Hamas aussi avant d'arriver au pouvoir en 2007 à Gaza, etc. Donc ça fait partie des... Mais ce qui va être intéressant, c'est, alors le rapport en parle un peu, c'est leur passage ou non à la politique, avec des listes communautaires ou non, ou des candidats communautaires sur des listes plus générales. En Belgique, ça a très bien marché pour eux, où ils ont un certain nombre d'élus, avec des effets d'ailleurs parfois assez lourds. Est-ce qu'en France, ça va être la même chose? Et surtout, ça va être intéressant de voir, est-ce qu'ils vont être en position de conflit parce qu'ils sont en rivalité avec, par exemple, la France insoumise, qui vise cette clientèle électorale, clairement, qui est celle des banlieues, ou est-ce qu'ils vont être complémentaires? Pour le moment, et le rapport en parle, il y a par moment des synergies avec les militants intersectionnels et des luttes intersectionnelles qui sont très ponctuelles. Est-ce que ça ira plus loin ou est-ce que rapidement il y aura une espèce de collision? Parce que Mélenchon mise quand même sur les banlieues pour pouvoir arriver dans son espoir à être candidat pour un second tour, avoir assez de voix. D'une certaine façon, ses concurrents directs par rapport à ce projet politique, ce seraient les frères musulmans. Un dernier point peut-être, Emmanuel Macron réclame du gouvernement des réponses rapides. On imaginait que Bruno Retailleau y avait pensé, sans doute pas suffisamment encore au goût du chef de l'État. Quelles peuvent être les réponses ?
Alors, notamment sur le système éducatif, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait demandé au Conseil de défense d'arriver avec des propositions ce matin, qui devaient être annoncées, on nous annonçait ça à la sortie du Conseil, et finalement, Emmanuel Macron, et on est aussi dans la politique, qui n'a plus totalement la main sur la politique française, rappelons-le, donc c'est aussi une manière pour lui de se remettre sur le devant de la scène, de dire, écoutez, ça suffit pas du tout, c'est pas à la hauteur, autrement dit, vous, Bruno Retailleau, qui est en charge des questions, qui venez certes d'avoir 74% dans votre élection interne chez les Républicains, et ben vous ne faites pas ce qu'il faut sur ces questions-là, donc revenez et faites mieux. Retournez faire vos devoirs en attendant. Et je vous attends dans 2-3 semaines, début juin, pour un nouveau Conseil de défense. Donc il faut aller vite. Et en effet, ça rejoint ce que disait Marc sur la première réponse. On est beaucoup dans la politique politicienne française aussi avec ce rapport, ce qui n'enlève rien aux chiffres et à la réalité du phénomène. Les Pays-Bas condamnent la France. Elle va convoquer l'ambassadeur d'Israël après les tirs de l'armée israélienne. C'était lors d'une visite d'un groupe de diplomates européens à Jenin, en Cisjordanie. Tsahal dit regretter les désagréments causés, parle de tirs de sommation aux abords du camp de réfugiés où Tsahal conduit des opérations militaires depuis plusieurs semaines maintenant. On fait le point avec Stéphane Amar à Jérusalem qui nous résume l'incident. Ça reste assez confus malgré les images qui ont été filmées par les caméramans palestiniens sur place, également des images de téléphones portables tournées par des soldats israéliens. Alors en tout cas, ça se localise dans le camp de réfugiés de Jenin, qui est un des points chauds du conflit israélo-palestinien. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne a investi ce camp de réfugiés qui était un fief des groupes armés palestiniens, à la fois se rattacher au Fatah et se rattacher au Hamas ou au djihad islamique. Tous les habitants ont été évacués, des maisons ont été détruites, des rues entières ont été rasées. Et eh bien, ces diplomates, ces 25 diplomates européens voulaient venir constater à l'invitation de l'autorité palestinienne ce qui se passait sur place. La visite a mal tourné. Alors, selon Tsahal, ils n'auraient pas respecté le parcours convenu. Selon l'autorité palestinienne, les soldats israéliens auraient tiré à balles réelles. Tsahal affirme qu'il s'agit de seulement de coups de sommation, de tirs en l'air. Une enquête a été diligentée. En attendant, eh bien, l'armée israélienne a présenté, vous le disiez, ses excuses aux Européens. C'est suffisant compte tenu de l'incident, c'est quand même pas commun. Et d'ailleurs, ça a été immédiatement pointé par l'autorité palestinienne qui parle d'une attaque délibérée, en fait, qui aurait visé donc cette délégation. Oui. C'est de bonne guerre, mais toujours est-il qu'on est face à un incident. On peut imaginer raisonnablement qu'il s'agissait effectivement de tirs de sommation, parce qu'on ne voulait pas, les Israéliens ne voulaient pas qu'ils aillent dans certaines parties du camp de réfugiés. Reste que c'est un incident qui aura des suites, et surtout qui est révélateur des tensions croissantes entre désormais l'Union européenne et Israël. Pendant longtemps, au sein de l'Union européenne, était restée quand même très prudente parce que profondément divisée. Il y a aussi les représentants de Chine, Mexique, Japon, pas que l'Union européenne. Non, mais en plus, il n'y avait pas que l'Union européenne. Mais en dehors des autres pays qui vont aussi protester, qui ont convoqué les ambassadeurs israéliens, aujourd'hui, il y a un isolement absolument croissant d'Israël sur la scène internationale, avec la remise en cause déjà par les Américains. Trump lui-même dénonce cette situation à Gaza où des gens meurent de faim. Et notamment de la part des Européens, qui longtemps ont été divisés, entre d'un côté des pays qui avaient toujours été plutôt pro-palestiniens, type l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, et d'autres, type l'Allemagne en premier chef, qui étaient pro-israéliens. Là, aujourd'hui, il y a quand même 17 pays de l'Union européenne qui sont pour avoir un examen du respect de l'article 2 de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, qui date depuis 30 ans, et cet article 2 évoque des valeurs démocratiques communes. Donc, est-ce que ce que fait Israël actuellement à Gaza correspond à ces valeurs démocratiques communes ? Si, évidemment, ce n'est pas le cas, on peut imaginer des rétorsions, des sanctions économiques, la suspension de l'accord. Alors, pour le moment, rien n'est joué. Il y a 17 pays qui sont pour cet examen de l'accord, dont la France, qui a été proposée par les Pays-Bas. L'Allemagne est contre, l'Italie est contre. Mais il y aura cet examen probablement parce que, compte tenu de la pression, Ursula von der Leyen, là-dessus, ne pourra pas résister. Ensuite, la vraie question se posera au niveau des sanctions. Je terminerai d'éventuelles mesures. Je terminerai là-dessus. Les mesures politiques impliquent l'unanimité. Et donc, il n'y en aura vraisemblablement aucune. En revanche, les mesures très concrètes, commerciales, économiques, impliquent une majorité qualifiée. Et là, on peut imaginer d'y arriver et que sur un certain nombre
de dossiers économiques, Israël soit sanctionné par les Européens. Mais on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, ça témoigne d'un isolement diplomatique sans précédent d'Israël à cause de cette politique menée par Netanyahou. Antoine Mariotti, c'est ce qui conduit Benyamin Netanyahou aujourd'hui à parler d'un cessez-le-feu temporaire? Oui, mais il parle d'un cessez-le-feu temporaire, le temps de libérer tous les otages. Autrement dit, quelque chose que le Hamas, qui a beau être terroriste, n'est pas complètement fou sur sa propre survie, ne peut pas accepter. Parce que sinon, il se dit très bien, je libère tous les otages et ensuite vous reprenez les combats. Donc ça, c'est encore les 1000 allers-retours que l'on a et 1000 versions. Pour revenir sur ce que disait justement Marc sur l'isolement, je pense que l'isolement d'Israël, il a lieu, mais uniquement sur le volet humanitaire. C'est-à-dire que les Américains n'isolent pas, par exemple, Israël sur tout le reste, ne mettent pas de conditions sur quoi que ce soit. D'ailleurs, les lois américaines qui font qu'il y a de l'armement qui est donné ou vendu à Israël précisent déjà que ça doit être fait à un pays qui respecte les droits de l'homme. Est-ce qu'on estime aujourd'hui qu'Israël respecte les droits de l'homme? C'est une question qu'il faut trancher. Les Européens, en effet, il y a 17 pays qui ont demandé, à Bruxelles, de réétudier ce fameux article 2, voir si ça respecte les droits de l'homme. Mais pour que ça passe, il faut qu'il y ait 65%, l'équivalent de 65% de la population européenne pour que ça puisse être levé. Parce qu'en effet, il faut une unanimité pour stopper l'ensemble de l'accord avec Israël, mais sur un volet précis, notamment le volet commercial, il suffit d'une majorité qualifiée, mais il faut qu'il y ait quand même 65%. Or, on a fait les calculs, et qu'avec ces 17 pays-là, on arrive à 58% de la population européenne. Donc pour l'instant, le compte n'y est toujours pas. Donc si on arrivait à retourner l'Italie, par exemple, là, on passerait largement au-dessus. Il manque 30 millions concrètement de personnes pour arriver. On n'y est pas, parce qu'après, c'est l'Italie et l'Allemagne. Après, ce sont des petits pays comme la Bulgarie, 6 millions ou autres. Et là, il va en falloir beaucoup pour pouvoir atteindre ce chiffre-là. Donc, on n'y est pas encore sur des réelles ripostes économiques européennes. En revanche, je trouve que c'est symboliquement extrêmement important ce qui s'est passé ces derniers jours du côté des Européens, parce qu'ils ont franchi un cap qu'ils n'avaient jamais osé faire, mais on n'y est pas encore. Et donc, du coup, l'isolement n'est que, je trouve, très relatif pour l'instant. Ça donne le ton de la conférence franco-saoudienne qui doit se dérouler à New York au mois de juin, Marc Semo, et à l'occasion de laquelle on sentait qu'Emmanuel Macron envisageait la possibilité peut-être d'une reconnaissance d'un État palestinien. Emmanuel Macron évoquait effectivement la reconnaissance d'un État palestinien, mais toute son idée était que ce soit d'abord pas la France toute seule. Bon, parti comme c'est parti, effectivement, je pense qu'un certain nombre de pays vont suivre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que 147 pays sur 193 au monde reconnaissent déjà l'État de Palestine, mais aucun des membres du G20, des grands pays, des membres du G7. Du G7, ouais. G7, ouais. Pas du G20. Et donc, dans cette logique-là, on peut imaginer qu'ils vont suivre. En revanche, ce qui va être plus compliqué, c'était l'autre aspect de ce que souhaitait Emmanuel Macron, c'est-à-dire que dans la foulée de la reconnaissance de l'État de Palestine par les Européens, un certain nombre de capitales arabes, dont l'Arabie saoudite, fassent la même chose, ce qui actuellement est absolument impossible. L'Arabie saoudite était prête à le faire avant les attentats du 7 octobre. Depuis, elle exige très clairement de la part d'Israël un engagement irrévocable pour la construction, pour la reconnaissance d'un État palestinien. On en est très loin. Les opinions sont chauffées à blanc par ce qui se passe à Gaza. Et même Mohamed Ben Salman est quand même obligé un peu de tenir compte de son opinion. Donc on va voir ce qui va se passer à New York. Ensuite, dernier point, la reconnaissance d'un État palestinien est purement symbolique, parce que ça ne change absolument rien sur le terrain, d'autant qu'en plus, on ne connaît même pas quelles seront encore ses frontières. Ouais. Et c'est la rupture finalement du cessez-le-feu depuis février qui met Israël dans une position quasi infréquentable aujourd'hui. Oui, clairement. Et sur l'Arabie saoudite, par exemple, il faut bien comprendre que les Saoudiens étaient vus un peu comme des traîtres par les Palestiniens depuis longtemps, parce qu'ils estiment que ce sont ceux qui ont le plus d'argent, le plus de moyens, mais qui ne mettent pas une pression folle sur Israël, et qui même étaient à deux doigts, avant le 7 octobre, de normaliser leurs relations avec Israël, sans rien apporter pour autant aux Palestiniens. Et là, en effet, depuis le 7 octobre, et encore plus depuis la rupture du cessez-le-feu par Israël, du coup, il n'y a pas de possibilité de la population saoudienne de dire ok, c'est acceptable, c'est encore pire que tout. Donc de ce côté-là, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a sans doute un problème de timing avec cette conférence qui pourrait peut-être potentiellement fonctionner. On voit bien qu'aux côtés d'Emmanuel Macron, il y a quand même à la fois le Canada et le Royaume-Uni qui se sont dit prêts à le faire et à reconnaître cet État. Donc ce serait quand même trois pays qui comptent un peu diplomatiquement, qui peuvent en entraîner d'autres qui comptent, parce qu'en effet les trois quarts du monde le fait déjà, mais pas des pays qui diplomatiquement ont un poids un peu conséquent. Mais pour qu'il y ait le
le revers de la médaille et que les Saoudiens ou d'autres fassent la même chose, eh bien, c'est trop tôt. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, non seulement ça continue à Gaza, et que le gouvernement de Benyamin Netanyahou, c'est tant est qu'il est toujours au pouvoir au moment de cette conférence, qui approche quand même à grands pas, donc il devrait toujours être au pouvoir, eh bien, n'est pas prêt à négocier quelque chose de politique avec les Palestiniens. Il ne veut même pas entendre parler de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Marc Sémon, Antoine Mariotti. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel continue dans 5 minutes. Restez avec nous sur France 24. Événement. 12 jours de cinéma et de glamour, c'est parti pour le Festival de Cannes. De Tom Cruise dans le dernier volet de Mission Impossible au premier film de Scarlett Johansson, en passant par Tahar méconnaissable dans Alpha de Julia Ducournau. Ne ratez pas nos rendez-vous quotidiens depuis la Croisette pour ne rien manquer de cette 78e édition. Vivez en direct le Festival de Cannes sur France 24 et France24.com.